vous pouvez connaître aussi depuis quelques années. Donc, si je passe. Donc, un petit rappel avant de vous présenter le déroulé de l'après-midi, ce sera d'abord quelques informations pratiques. On vous demande, s'il vous plaît, de indiquer dans le fil de discussion de la conversation votre nom, prénom, organisation et fonction. Également, s'il est possible, de couper vos micros et d'utiliser l'option de lever la main lorsqu'il y aura des temps de prise de parole pour les questions-réponses. Et également, on vous informe que cette visioconférence est enregistrée pour une diffusion postérieure. Donc, par rapport au webinaire, il se décline en 3 temps. On va avoir un premier temps de contextualisation de ces deux dispositifs dans le cadre de la politique régionale de soutien au talent de la recherche. Et puis ensuite, une déclinaison commune pour chacun des deux dispositifs, Pulsar et Étoile montante, avec la présentation de leurs principes et objectifs, les bénéficiaires, éligibilité des projets et les modalités d'intervention, le calendrier de dépôt, l'instruction et le suivi des projets, et puis les liens complémentaires que vous pourrez être amenés à consulter pour avoir plus d'éléments sur ces dispositifs. Et effectivement, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Elisabeth Nock, donc chargée de programme qui pilote la politique des talents au sein du service recherche de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche à la région Pays de la Loire. Et donc, je pilote les dispositifs Pulsar, Étoile montante, Connect Talent en parallèle de différentes thématiques scientifiques que je suis, notamment l'énergie, également la ville, l'industrie du futur, l'acoustique, etc. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous et puis d'autres, peut-être pas encore l'occasion. Et pour certains, vous avez sûrement connu Claire Chaublet, que j'ai remplacée depuis février 2021. Voilà. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec donc tout d'abord le contexte un peu de la politique régionale de soutien au talent de la recherche. Donc, tout d'abord, à noter en fait que donc on a une nouvelle stratégie régionale de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui a été votée en décembre 2020. Et dans le cadre de la réalisation de cette stratégie, il a été il a été noté que la région avait une sous-implantation historique des grands organismes. C'était déjà un constat qui était fait précédemment. Ça a été rappelé dans l'écriture de cette stratégie. Et donc, il y a vraiment eu une volonté et un appui dans la stratégie que la région soit volontariste pour développer l'emploi scientifique, notamment à travers l'ambition 2, qui peut se résumer dans le terme trajectoire, qui souhaite accompagner les trajectoires de progrès pour révéler les talents et faire rayonner le territoire. Donc, vraiment, ce principe, c'est de pouvoir développer l'accompagnement du doctorant aux chercheurs de renommée mondiale aux côtés des partenaires afin de soutenir l'attractivité des Pays de la Loire, renforcer l'emploi scientifique et faire rayonner les talents. Effectivement, on est dans une politique des talents qu'on a souhaité incarner par un continuum de dispositifs cohérents qui puissent accompagner la carrière d'un chercheur aux différents temps qu'il peut connaître. Donc, pour illustrer justement ces propos, cette ambition 2, elle s'est déclinée dans un objectif qui est de susciter et accompagner des ambitions individuelles et collectives, avec la mesure 12 donc, qui rappelle le principe que je vous évoquais de soutenir du docteur au chercheur de renommée mondiale. Et donc, si on reprend ce parcours du chercheur, on a 4 dispositifs. Donc, le premier qui va être allocation doctorale cofinancée, donc qui sera présenté par ma collègue Sylvie Moreau jeudi prochain lors d'un webinaire dédié. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui permet de développer l'emploi scientifique et renforcer la masse critique des équipes de recherche. On est sur à peu près une cinquantaine de soutiens par an.
Ensuite, on arrive, donc un peu plus tard dans la carrière du chercheur avec le dispositif Pulsar, l'Académie des jeunes chercheurs, en Pays de la Loire. L'objectif ici, c'est vraiment d'augmenter l'attractivité, des laboratoires de recherche comme un enjeu clé du développement, attirer les jeunes talents et augmenter les recrutements. Par rapport à Pulsar, donc on va revenir dessus plus en détail, mais on est sur, 25 à 30 soutiens par an sur, une enveloppe de 5 à 40 000 € de soutien par chercheur, possible. Ensuite, on va avoir, le dispositif étoile montante. Donc là, c'est également l'objet de ce webinaire, on reviendra dessus, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier des chercheurs prometteurs et de leur donner les moyens de développer leur propre projet de recherche et qu'ils puissent, accéder rapidement à une reconnaissance de niveau européen. On est à entre 10-14 soutiens par an et l'enveloppe, vous verrez, qui était jusqu'à 130 000 € de soutien, évolue à 140 000 € de soutien cette année. Et pour terminer, on a le dispositif Connect Talent, là, qui arrive plutôt en plus tard vraiment dans la carrière d'un chercheur, où là, l'objectif, c'est de soutenir l'installation en région de leaders scientifiques de renommée internationale qui seront porteurs de projets de rupture. Et là, on va pouvoir, soutenir, 2 à 3 candidats par an jusqu'à, 500 000 € de soutien, de la part de la région. Donc, voilà sur la présentation du contexte, général. Et donc je vous propose de commencer avec Pulsar et pour certains, vous le connaissez peut-être déjà, mais de vous présenter, par une petite vidéo de motion design le dispositif Pulsar. Vous démarrez votre carrière de chercheur. Venez la booster en Pays de la Loire en rejoignant l'Académie Pulsar, la communauté des jeunes chercheurs. Pour réaliser une carrière d'envergure internationale, il vous faut un terreau fertile pour faire prospérer vos projets. Des financements nationaux et internationaux, un réseau européen, des passerelles vers l'innovation, des conseils pour manager votre équipe, publier vos recherches et dialoguer avec la société. L'Académie Pulsar vous accompagne pour développer votre potentiel. Pulsar met à votre portée des rencontres, visites, séminaires, formations, services pour acquérir des compétences selon vos choix et vos besoins. Pulsar vous offre aussi une possibilité de mentorat et d'aide financière. Élaboré en partenariat avec les établissements de recherche en région, l'Académie Pulsar vous révélera les atouts et les spécificités de l'écosystème de la recherche en Pays de la Loire. L'intégrer, c'est rejoindre une communauté de jeunes chercheurs, un réseau d'excellence interdisciplinaire et profiter d'événements enrichissants et conviviaux. L'Académie Pulsar accompagne votre trajectoire de réussite professionnelle. Voilà donc pour, la vidéo de présentation des dispositifs Pulsar en 1 minute, et quelques. Et donc, pour vous, détailler un peu plus donc ce dispositif, effectivement. Si je me souviens bien, tu aimais les poésies et tu les as bien Alors je mémorisées. pense qu'on a un Je micro crois. d'activé. Oui, c'est vrai? Oui, j'aime bien. J'aimais bien. J'aimais bien la poésie. Alors Mais on doit ça, je avoir pense un que c'est la vidéo qui suivait sur YouTube qui continue de se d'accord. décaler. Parfaitement bien. Où tu crois que j'apprenais pour réciter? Mhm. Autrement, Effectivement, merci. Donc on reprend sur notre dispositif. Désolée pour cette petite interlude. Donc, nous sommes donc sur un dispositif qui souhaite, donc augmenter l'attractivité des laboratoires et en faire un enjeu clé pour développer une économie de la connaissance. On a, vraiment 3 objets, c'est d'attirer les talents, augmenter les recrutements et optimiser le positionnement aux échelles nationales et internationales de nos chercheurs. Comment se décline en fait ce dispositif? C'est, à travers, vraiment une dimension de lieu de réseau, d'interdisciplinarité et de partage des compétences. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner collectivement et individuellement les jeunes chercheurs sur des trajectoires d'excellence professionnelle. On a,
pour cela une promotion annuelle qui se décline donc, depuis 2019. On en a 3 donc à l'heure actuelle. Une offre de service avec différents temps proposés aux membres de l'académie et également un soutien financier et du mentorat. Donc plus spécifiquement, on peut voir le dispositif Pulsar avec 2 volets. Il y a un volet collectif qui vraiment a été constitué d'une offre proposée par les ressources des établissements et également une programmation régionale, donc avec une animation collective, des activités, des services, de la formation. Et on retrouve 5 grands thèmes qui sont la connaissance de l'écosystème régional, l'international, l'Europe, le national, la valorisation, l'innovation, le dialogue sciences et société et les compétences et carrières de chercheurs. Il y a également un volet individuel qui, là, est sur proposition de l'établissement pour certains chercheurs pour qu'ils soient en soutien renforcé. Il y aura un accompagnement financier, donc cofinancé à parité entre la région et l'établissement, et une proposition de mentorat pour mettre en relation un chercheur néo-recruté avec un chercheur expérimenté. Pour illustrer un peu plus le dispositif avec des chiffres 2021, vous pouvez voir que l'année dernière, il y a eu 33 candidatures par 8 établissements. L'ensemble des candidats ont été lauréats. On a une répartition donc dans les différents établissements du territoire. Et par rapport aux thématiques scientifiques, on a un panel un peu de différentes thématiques et avec en 2021 de nombreux dossiers en sciences humaines et sociales, et puis une répartition ensuite en santé, en enjeux sociétaux, agroalimentaire et végétal. Donc, comme c'était précisé, l'académie accueille des chercheurs en soutien renforcé, mais également des chercheurs nouveaux arrivants. Donc, au-delà des 33 lauréats, il y avait 48 nouveaux arrivants au total. Et donc, pour le soutien renforcé, la région a investi 256 000 euros sur un coût total de 512 000 euros. Donc ces chiffres n'apparaissent pas, mais pour vous donner aussi une image de l'ensemble de la communauté Pulsar, aujourd'hui, c'est 144 jeunes chercheurs, dont 86 en soutien renforcé, et 97 chercheurs expérimentés qui peuvent être mentors, et également 17 référents établissements. Et ça, vous devez le connaître comme moi, parce que ce sont certains d'entre vous. Donc voilà déjà pour illustrer le dispositif. On va rentrer ensuite plus dans le détail des modalités. Est-ce que déjà sur cette présentation du contexte, du principe et des objectifs, vous auriez quelques questions à poser? Je ne crois pas qu'il y ait de questions dans le chat. Je regarde également. Non, effectivement, ils n'avaient pas de questions immédiates dans le chat. Très bien. Donc, pour l'instant, je vous propose de continuer et il y aura d'autres temps de questions-réponses si une question vous vient plus tard. Donc, par rapport, là, c'est un petit focus sur le volet collectif là, que je vous ai présenté précédemment. Donc, qui peuvent être les bénéficiaires de ce volet collectif? Donc, c'est tout chercheur ou enseignant-chercheur qui a un premier recrutement sur un poste statutaire dans un laboratoire des Pays de la Loire et dont l'arrivée sur le poste est inférieure ou égale à 2 ans. Donc, sa participation au volet collectif peut être prise en compte par l'indication de l'établissement de son arrivée. Donc, effectivement, chaque année, on fait auprès de vous un recensement annuel via le dépôt des dossiers pour le soutien renforcé. Et c'est par cette occasion que vous nous indiquez donc les chercheurs qui sont aussi arrivés dans cette période. Donc, en chercheur ou enseignant-chercheur, ça peut être des chargés de recherche, des maîtres de conférences ou également, pour certains établissements, des maîtres assistants. Par rapport aux modalités d'intervention uniquement de ce volet collectif, donc là, ça va être des activités qui actuellement sont proposées donc dans le cadre de l'académie Pulsar, comme c'était précisé précédemment, l'animation collective, les activités, les services, les formations. Aujourd'hui, c'est diffusé par mail. Actuellement, on travaille aussi au développement d'un outil numérique qui favorisera l'accès à l'offre Pulsar.
et donc on ne manquera pas de vous tenir informés. Effectivement, vous en avez peut-être été informés, mais l'animation du volet collectif a connu quelques aléas et donc là, son développement est en cours pour vraiment optimiser les outils qu'on propose à la communauté. Donc, si on continue sur le volet individuel cette fois, donc vraiment le soutien renforcé et qui peut être proposé à ces jeunes chercheurs, et pour quel projet? Donc là, on est toujours sur des candidats qui vont être des chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont considérés prometteurs par rapport à plusieurs critères qui vont être précisés. Et donc là, on est sur toujours des candidats chercheurs ou enseignants-chercheurs en premier poste statutaire et dans un laboratoire des Pays de la Loire avec une arrivée inférieure ou égale à 2 ans. Par rapport au périmètre de la thématique de recherche, l'appel est blanc, donc c'est toute thématique de recherche possible. Et donc là, petite nouveauté, la subvention régionale est toujours plafonnée à 40 000 € pour 2 ans, à parité avec l'établissement employeur, mais un montant minimal a été fixé à 5 000 € par chercheur. Pour, un, pour une part, enfin, je précise, c'est 5 000 € par chercheur du cofinancement. Donc si on met les deux cofinancements, c'est 10 000 € minimum par chercheur région établissement. Et je vous indique en même temps un petit repère visuel. Les nouveautés sur les dispositifs seront précisées par ce petit triangle attention. Donc voilà par rapport à ces spécificités. Si on continue donc sur les dépenses qui peuvent être éligibles donc, dans ces projets, il va y avoir, ce sont des dépenses en fonctionnement dédiées au démarrage des travaux de recherche et à leur valorisation, soit des frais de mission pour participation à des colloques ou missions, des frais de publication, de l'achat de petits matériels ou de petits équipements consommables et la rémunération de stagiaires. Effectivement, on est dans l'idée que dans ces premiers projets, ils puissent pratiquer une activité d'encadrement. Donc, on rappelle également que ne sont pas éligibles les salaires de personnel titulaire, les thèses et les frais de structure et de gestion. Alors là, c'est une nouveauté entre guillemets, c'est plus une précision qu'on apporte, parce que vous devez le savoir, pour certains. On autorise, la fongibilité entre les postes de dépenses dans la mesure où les plans de financement sont prévisionnels quand vous déposez les dossiers et que les lignes budgétaires concernées sont existantes. À savoir que la fongibilité doit toujours rester dans le montant de l'enveloppe financière qui a été votée. Et si c'est une demande de votre part, il faut qu'il y ait un accord préalable de la région pour acter cette fongibilité. Donc, par rapport plus à l'engagement en fait des établissements et des chercheurs dans le dispositif Pulsar, effectivement, on est sur un dispositif qui se veut de réseau, d'animation d'une communauté. Et pour son fonctionnement, des participations doivent être assurées de la part des établissements. Donc, avec l'engagement à minima de proposer une activité à l'attention du collectif, c'est peut-être une formation, des ateliers, des visites, etc. D'identifier et de transmettre la liste des jeunes chercheurs recrutés depuis moins de 2 ans à l'académie. Donc, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure. De façon annuelle, on récupère donc auprès de vous ces listes de nouveaux jeunes chercheurs. Et puis, plus spécifiquement, donc là, au soutien renforcé, c'est de mettre à disposition des jeunes chercheurs, des chercheurs qui là sont plus expérimentés et qui pourraient assurer le mentorat de ces nouveaux recrutés. Et donc, on demande à ce qu'il y ait autant de mentors proposés que de jeunes chercheurs candidatant au soutien renforcé. Également qu'il y ait donc un cofinancement à parité avec la région et donc ce montant minimal, comme je vous le disais, de 5 000 € qui a été fixé cette année. Par rapport aux chercheurs qui bénéficiera du soutien renforcé, on demande à ce qu'ils puissent s'engager à participer à plusieurs activités, à minima 2 activités par an, qu'ils puissent suivre et s'engager dans la démarche de mentorat, qu'ils réalisent un rapport de son expérience et sa participation à l'Académie Pulsar, et puis qu'ils puissent répondre à d'éventuelles sollicitations par rapport au dispositif. Et une nouveauté, qu'ils puissent réaliser une action de médiation scientifique et une publication grand public sur la plateforme Écosciences Pays de la Loire. Donc vous verrez, c'est également un point qui est commun aux autres dispositifs de la région. Pour vous détailler un peu plus cet aspect,
Ce qu'on entend par une action de médiation scientifique auprès de non-scientifiques, ça va être par exemple la participation à un événement grand public, la contribution à une action éducative auprès des scolaires, la participation à un projet de médiation scientifique ou bien une intervention dans une émission de radio, etc. Ça peut être d'autres formats qui ne sont pas ici. Et vous pouvez retrouver le guide disponible pour accompagner justement à la réalisation de ces actions sur le site de la région. Et également, il va y avoir la publication grand public sur la plateforme Écosciences Pays de la Loire, donc qui a vocation à présenter vraiment leur projet de recherche pour on va dire un public moins sensibilisé à la recherche, mais que ça puisse être aussi valorisé sur cet outil Écosciences Pays de la Loire. Donc, sur cette partie, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si vous avez quelques questions concernant l'éligibilité des projets, l'obligation des parties ou bien les actions de valorisation, je suis à votre écoute. Bon, je ne vois pas de questions. Ah, oui, je vois Patricia Thibault qui lève la main, donc je vous en prie, ouais. On ne vous entend pas, Patricia. Je ne sais pas si votre micro est activé. Oui, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je ne l'avais pas activé. Je voulais juste savoir quelle forme de publication vous attendiez sur la plateforme Écosciences. Est-ce que ça peut être une vidéo ou bien, je ne sais pas, juste un PowerPoint ou quel format vous attendez? Tout est possible ou... Alors, oui. Alors, Elisabeth, je Oui, crois que Sarah, c'est Sarah ça. qui est chef du pôle culture scientifique à la région, est parmi nous. Elle va peut-être pouvoir nous éclairer davantage, vous préciser. Oui, Alors je peux peut-être apporter quelques... redire ce qu'est Écosciences, Sarah, peut-être? Oui, tout à fait. Donc, Écosciences, c'est donc une plateforme qui existe au niveau national, qui est déployée sur des territoires qui peuvent être des territoires régionaux, mais aussi au niveau des métropoles notamment. Donc, en Pays de la Loire, il est animé par l'association Terre des Sciences. Et en fait, il permet plusieurs choses. Le partage d'informations sur des événements de culture scientifique. Donc, si vous avez un événement de culture scientifique que vous organisez ou auquel vous participez, il est possible de publier sur Écosciences, et donc, avec un agenda. Et puis, il y a aussi la possibilité donc, de faire des publications d'articles ou effectivement de vidéos. Moi, ce que je vous encourage à faire, je vais mettre le contact là, dans la conversation, mais c'est de prendre contact avec la personne d'Écosciences qui gère qui gère Écosciences en fait, qui pourra vous guider peut-être par rapport au type de publication que vous pouvez soumettre sur la plateforme. Ce sera aussi bien. Donc, je vais mettre son contact dans la conversation. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Sarah. Je crois également qu'on a une question dans le chat. Que signifie exactement le terme fongibilité? Alors, je ne pourrais pas donner la définition exacte. Ce qu'on entend par contre par la fongibilité, c'est que, en fait, pour donner un exemple concret, on a certains projets où le plan de dépenses prévisionnelles va demander 1000 euros, par exemple, de petits matériels et puis 1000 euros pour la réalisation, bah, par exemple, d'une vidéo de médiation scientifique. Et puis, il s'avère que au final, le besoin d'équipement n'est plus d'actualité. Et donc, ça va être une demande pour que les 1000 euros reviennent, par exemple, pour le financement de cette vidéo de médiation scientifique. Donc, en fait, par fongibilité, on entend que les montants entre les lignes peuvent être basculés d'une certaine façon si cela justifie par rapport au projet de recherche mené par le lauréat et puis en cohérence aussi avec les critères du dispositif. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette partie-là? Cécilia Cauchy, j'avais levé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, pas très fort, mais on vous entend. Ouais. Oui, c'était juste une petite remarque par rapport au pulsar. Étant donné que c'est que des petites sommes de fonctionnement et d'investissement et que ce sont des nouveaux entrants qui découvrent ce
ce qui est le principe de montage de projet et tout, pourquoi êtes-vous devenu si rigide à propos des dépenses en fait? Parce que honnêtement, moi qui suis les pulsars et qui suivais avant l'AP de la commission de la recherche de l'Université d'Angers, ils sont pas très bons à monter leur projet hein, au début. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de modifications, et vous vous rendez compte qu'au lieu de pouvoir leur donner oui, non, suivant leurs explications, il faut tout vous faire remonter. Alors, Ça devient j'entends. lourd, et j'aimerais aussi savoir, on est bien d'accord que la partie cofinancement UA, on en fait ce qu'on veut. Cela, on ne vous fait pas remonter les modifications du cofinancement de l'Université d'Angers. Ça nous concerne. Alors, Elisabeth, veux-tu que je oui, complète? je te laisse la parole, David, Disons, vous vas-y. présentez un budget global, vous justifiez d'un ensemble de dépenses pour obtenir la subvention région. Donc, il faut bien que vous justifiez, dans l'hypothèse du format minimal, de 10 000 € de dépenses pour obtenir les 5 000 € de la région, puisque c'est le taux d'intervention, 50%. Donc, c'est bien l'ensemble du budget qu'il convient de justifier, pas seulement les sommes qui permettent d'obtenir la cote par région. Néanmoins, je pense pas que la situation se rigidifie. Justement, l'objectif, c'est de mettre davantage de souplesse. Il vous revient d'avoir aussi une présentation budgétaire qui est suffisamment souple pour éviter effectivement de bouger les postes de dépenses régulièrement. On ne vous demande pas un niveau de détail suffisamment précis pour ne pas pouvoir avoir quelques latitudes dans les dépenses que vous exécuterez. D'accord, oui, après c'est un point de vue, mais on est aussi d'accord que nous, on a le droit, c'est un budget prévisionnel du côté de l'UA aussi, et on a le droit de leur autoriser une modification de dépenses, et surtout on a le droit de leur autoriser des dépenses qui ne sont pas autorisées par la région. Parce que, par exemple, vous excluez les plateaux techniques. Nous, on va avoir beaucoup de frais de plateaux techniques sur le cofinancement UA. Alors, je pense qu'il y a deux éléments. C'est que, en fait, je sais que on en avait déjà échangé, que nous, on a vraiment ce critère les critères de notre dispositif tels qu'on les voit actuellement. Après, le dispositif peut se spécifier parce que vous avez une déclinaison au sein de l'Université d'Angers. Après, une fois qu'il y a quelque chose qui a été présenté en plan de financement, nous, notre objectif, c'est pas de complexifier la démarche pour le chercheur, mais c'est plutôt que nous, en fait, on a un suivi du projet. Donc, pour nous, toute évolution est intéressante à connaître dans tous les cas. Et derrière, l'idée, c'est aussi par rapport à la remarque ils démarrent dans les projets, donc ils ne sont pas encore habitués, c'est aussi de leur donner les clés et de les accompagner justement avec un premier projet qui est plutôt d'une envergure de démarrage de carrière et de leur donner aussi ces moyens, ces guides un peu pour qu'ils aient les clés justement pour être robustes ensuite, pour monter au national, à l'Europe et c'est dans cet objectif-là. Oui, sur toute la partie région, je suis d'accord, mais sur la partie comprendre en quoi, Cécilia, vous pensez que le dispositif s'est rigidifié? Parce que justement, notre objectif et la présentation qu'en fait Elisabeth, c'est de montrer qu'on essaye de donner un maximum de souplesse parce qu'on est bien conscient que les dépenses ne sont au stade du dépôt du projet prévisionnel et qu'il peut y avoir d'autres besoins qui se dessinent au fur et à mesure du projet. Je comprends mal votre... Il y a 2 ans, on vous proposait une enveloppe et maintenant, vous nous demandez les lignes à l'intérieur de l'enveloppe. Et vous nous demandez de vous appeler à chaque fois qu'on change de ligne. Donc oui, ça s'est rigidifié, puisqu'avant, on vous envoyait juste l'enveloppe totale. Et le budget n'était pas déposé dans la convention ni dans l'arrêt. Donc là, ça s'est rigidifié. Mais après, moi, c'est surtout la partie la plus importante. Ça, on suivra, puisque c'est vos demandes. Mais la partie la plus importante est de bien mettre que le cofinancement des établissements appartient aux établissements et donc la modification du cofinancement des établissements et l'utilisation des sous de l'établissement sont dans les règles de l'établissement et ici, pour l'Université d'Angers, dans les règles admises par la commission de la recherche et dans les termes admises par la commission de la recherche et non par la région. Donc, les prestations de services, les missions d'analyse, les missions de données, d'acquisition de données, toutes ces choses que vous refusez, on peut, nous, les financer.
Et donc, ils sont admis pour nous de notre côté. Et vous n'avez pas le droit de refuser les défenses quand on vous les présente en tant que cofinancement. Non, On ne veut pas revenir sur des droits sachant que là, on est dans un cadre de conventionnement. Donc, il y a deux parties qui se mettent d'accord sur un format. Donc, je veux pas qu'on consacre trop de temps au sujet. L'objectif, c'est qu'on soit le plus souple possible et qu'on oriente les dépenses quand même, sur ce que la région souhaite soutenir, mais néanmoins, effectivement, que l'exécution de ces budgets soit le plus souple possible. C'est ce qu'il faut retenir dans l'immédiat. tout à fait. Ah, on a une question, une main levée de Stéphanie Régère, il me semble. Oui, bonjour, Stéphanie Régère de l'Université de Nantes. Justement, à propos de ces lignes de dépenses, qu'est-ce que vous voulez exactement? Alors, Ce sont les enseignants-chercheurs, nous, qui vont remplir donc ces demandes. Et voilà, pour être un peu plus précis. alors, si vous voulez, alors c'est vrai que le dispositif, on va revenir dessus, mais a ouvert donc lundi dernier. En fait, vous verrez pour essayer de simplifier, on a une trame de remplissage du téléservice et donc on a mis une maquette un peu du projet, du plan de financement. Et donc les éléments attendus, ça va être justement ce qu'on revoyait dans les critères, dans les frais que... Alors attendez, si je reprends la présentation, hop. Dans les frais qui étaient précisés ici, ça va être les frais de mission, achat de petits matériels, rémunération de stagiaires. Oui, tout à fait. Moi, j'ai la trame aussi également sous les yeux, mais c'est par rapport à la conversation que vous aviez tout à l'heure avec la personne avant moi. On a bien parlé de lignes de dépenses. Oui, mais les lignes de dépenses, ce sera ça. Ce sera la ligne frais de mission, la ligne frais de publication. D'accord. Ouais, Très c'est bien, ça. ok. Ouais. Merci. Voilà. Ok. Est-ce que il y a d'autres questions? Je vous propose de continuer. Alors, si on poursuit donc sur l'aspect plutôt calendrier, procédure de dépôt et instruction des dossiers. Donc, l'ouverture du téléservice, comme je vous le disais, a eu lieu donc ce lundi 7 mars. On a donc une date limite de dépôt des dossiers au 8 avril. Ensuite, une instruction donc, des dossiers par les services de la région pour un passage en commission permanente de juillet 2022. Des précisions sur les modalités de dépôt. Le dépôt a lieu une fois par an. Une demande de candidat en soutien renforcé, c'est un dossier déposé par le bénéficiaire. Donc, c'est notamment par la personne référente de l'établissement. Et effectivement, ce que je vous disais, on met à disposition donc une trame en format Word du téléservice pour que ça puisse être complété et ensuite rapatrié donc, sur le téléservice avec le nombre de caractères pour essayer d'optimiser le dépôt de la démarche auprès de vous. Et donc, également, peut-être que vous aurez fait vous aurez vu ça. Il y a eu une petite actualisation donc, dans les champs du téléservice sur les thématiques de recherche qui ont été mises en adéquation avec celles de l'Agence nationale de la recherche et puis quelques évolutions que vous pourrez lire, mais qui, je pense, n'apportent pas de questions. S'il y en a, il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi. Donc voilà sur ces aspects-là. Par rapport aux modalités de suivi de la mise en œuvre du projet, donc on est sur une avance de 50% à la notification de l'aide, avec une date de démarrage du projet qui sera calée sur la date du courrier de l'accusé de réception. On a des projets donc d'une durée de 2 ans. Et il y a le versement du solde sur présentation des éléments donc, qui sont état récapitulatif des dépenses, le rapport d'activité du projet et puis le justificatif des actions de valorisation au titre du dialogue sur société qu'on vous présentait précédemment.
Également une précision donc sur cette durée du projet. Vous l'aurez peut-être noté, auparavant. En fait, la durée du projet est fixée à 2 ans et la durée de l'aide est de 3 ans et inclut une durée d'éligibilité des dépenses de 2 ans. En fait, ce délai entre, ces 2 périodes permet donc, l'envoi, le traitement et des pièces justificatifs et donc le versement du solde par les services, régionaux. Donc, voilà, c'est une petite précision à apporter qui peut être d'importance sur certains, projets ou aléas parfois également. Alors, par rapport à ce point-là, on a terminé et donc si par la suite vous souhaitez, partager ou consulter plus d'informations sur le dispositif Pulsar, vous pouvez retrouver les pages, donc du site internet régional. Également, dans le cadre du volet collectif, des webinaires ont déjà eu lieu à destination donc des membres de l'académie. Ils sont donc, consultables sur la chaîne, dédiée, de la région. Et donc, il y a le lien également pour, le, dispositif, et cette demande de soutien renforcé. Alors, est-ce que cette, partie vous apporte quelques questions vous amène quelques questions auxquelles je peux répondre? Alors, je vois une main levée, il me Je crois semble. qu'Isabelle de l'école Oui. centrale souhaite Oui, intervenir. bonjour, Isabelle Royard de l'école centrale. Moi, je me posais la question de savoir combien on pouvait présenter de candidats par établissement, s'il fallait faire une sélection. Alors, ça vient peut-être après, hein, c'est peut-être pas là qu'il fallait poser cette question. Et voilà, jusqu'à combien on peut présenter, s'il faut qu'il y ait un classement ou des choses comme ça, quoi. Alors, à l'heure actuelle, en fait, on n'a pas de limitation de candidats, à proposer. En fait, c'est plutôt, comme on est dans ce critère de cofinancement, région, établissement à parité, ça va être, selon la capacité aussi de l'établissement. Donc, nous, à l'heure actuelle, on ne met pas de quota ou, de demande de, mmh, de liste, en tout cas par l'établissement et c'est voilà, on est sur des D'accord. dépôts à l'heure actuelle selon les propositions des établissements, oui. Oui, Isabelle, en quelque sorte, le cofinancement du partenaire vaut labellisation et classement, hiérarchisation par le partenaire. D'accord. Ok, merci. Et Elisabeth, une question dans le chat qui revient sur une diapo que tu as présentée. Quelle est la date de début de l'éligibilité des dépenses? Et donc, si tu veux revenir à la diapositive Oui. qui présentait le sujet. Alors, on est donc, sur, cette année, on sera sur une date de démarrage, du projet, sur la date du courrier d'accusé de réception du dossier. Cécilia, est-ce que cette réponse vous paraît éclairante? OK. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui. bonjour. Je voulais savoir, donc Anne Relin, pardon, enseignante-chercheur à l'UMR Bioépar, Oniris INRAE. Je me posais la question par rapport au mentor. Est-ce que le mentor doit être choisi finalement dans la liste, des Pays de la Loire ou est-ce que ça peut être un mentor, extérieur, quoi? Oui, merci de votre question. Effectivement, c'est un point que j'ai pas reprécisé. Alors, le mentor, justement enfin, la liste des mentors est donc, proposée par les établissements. Donc c'est effectivement des chercheurs expérimentés, ligériens. Après la précision, c'est qu'on ne demande pas à ce que le candidat au soutien renforcé soit déjà avec son mentor. En fait, le binôme est créé, a posteriori, parce que le souhait, en fait, est de proposer, un mentorat qui ne soit pas par, thématique scientifique ou dans la même structure, laboratoire ou établissement pour, vraiment, se concentrer plutôt sur les aspects de la carrière du chercheur, et donc voilà,
On a ces 2 aspects. On a la liste des chercheurs candidatant au soutien renforcé, une liste de chercheurs expérimentés qui se proposent pour être mentors et par la suite, en fait, c'est, au sein de la région qu'on propose des binômes, pour, que chaque, chercheur en soutien renforcé soit accompagné, selon, la liste que l'ensemble des listes qu'ont proposées les établissements. D'accord, donc c'est pas à nous quand on candidate, c'est d'avoir déjà identifié un mentor potentiel, quoi? Non, Non, c'est d'accord. ça. Ouais. OK, Voilà. très bien. Merci. Merci. Ah, je crois qu'il y a une main levée de Nathalie Métairie. Oui, bonjour. Mais je voulais savoir s'il était quand même possible d'identifier en fait le binôme candidat-mentor. Parce que l'an dernier, c'est ce qu'on pratiquait, en tout cas nous, à l'Université du Mans. Et je voulais savoir si finalement les deux possibilités sont envisageables, c'est-à-dire soit effectivement ne pas venir avec le binôme candidat-mentor, et ou alors effectivement s'il est quand même possible d'avoir l'alternative où le candidat a déjà trouvé son mentor. Alors, effectivement, en fait, oui, je me rappelle de ce cas. Si, en fait, si ça répond aux critères où, la thématique scientifique est différente et que le laboratoire et l'établissement sont différents et qu'il y a déjà une suggestion, on est ouvert à la proposition, surtout s'il y a déjà eu des liens entre le chercheur et le mentor. Les 2 cas sont possibles, oui, si D'accord. c'est, Il faut aussi que si c'est le cas. l'établissement soit différent. C'est pas que le laboratoire et la discipline ou la thématique de recherche. Bah, idéalement, Idéalement, d'accord. idéalement, voilà, si l'établissement est différent, c'est vraiment, on ouvre aussi vraiment à une interaction qui peut être encore plus ouverte, quoi. Après, c'est idéalement, je pense que c'est pas, restrictif non plus, ouais. D'accord. La liste des mentors, elle est mise à notre disposition, je suppose. Non, c'est bien nous c'est au sein Ah, de la c'est vous. région voilà, c'est au Ah, sein de la d'accord. région que les binômes sont créés, oui. Ok, d'accord. Ok, on a Après vu sur la liste, d'accord. Non, c'est ça, ouais. Après toute information, l'objectif, c'est que toute information soit toujours, entre les mains des référents pulsars des établissements. Nous, notre objectif, c'est toujours de vous garder informés et dans la boucle, voilà, ouais. Ok, merci. Oui, excusez-moi, Patricia de nouveau. Je voulais savoir quand l'outil numérique sera mis en place. Vous avez parlé d'un outil qui était en cours d'élaboration pour l'animation du volet collectif. Ça sortira à peu près quand? Alors, à l'heure Si actuelle, on vous ne avez peut une pas idée. vous donner de date. D'accord. On y travaille, mais le souhait, c'est vraiment de pouvoir, offrir quelque chose de plus intuitif que les mailing lists pour l'instant qui sont diffusés, ouais. D'accord. Alors, Elisabeth s'est livrée à des tests de la plateforme qui est quasiment opérationnelle. Il ne s'agit à ce stade qu'un outil et effectivement, et tout dépend du format d'animation que choisira la région, pardon, du format d'animation de cette communauté. Mais l'outil est déjà presque disponible. Il reste effectivement à l'organiser, à l'animer. Donc, ce sera l'affaire de quelques semaines, voire de quelques mois. D'accord, merci. Peut-être, Elisabeth, si tu me permets de revenir sur le sujet des mentors dont on souhaite qu'ils accompagnent nos jeunes chercheurs de la communauté Pulsar. Peut-être vous repréciser dans quel état d'esprit, dans quelle philosophie ces tandems ont été souhaités et pour quelles raisons on a comment dire, mentionné des conditions, en particulier le fait que les mentors puissent être de notre territoire. L'objectif, Elisabeth vous l'a précisé en introduction, c'est bien de donner l'opportunité à nos jeunes chercheurs, en particulier lorsqu'ils arrivent depuis l'étranger avec 1 voire 2 postdocs, de rentrer dans une communauté de chercheurs régionaux et de pouvoir être mis en contact avec des seniors et notamment un senior mentor qui va pouvoir être inspirant pour lui.
l'objectif premier n'est pas forcément qu'il l'accompagne dans sa discipline et qu'il soit a fortiori de son laboratoire. Parce que ça, un senior dans son laboratoire, il aura l'occasion de le rencontrer, j'ai presque envie de vous dire, tous les matins en prenant son café. Là, l'objectif, c'est justement de pouvoir ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes, les faire rencontrer des seniors de grande trajectoire. Évidemment, nous, on souhaite que les établissements puissent motiver tous nos Connect Talents, les ERC, les gens qui ont obtenu des prix, etc., de manière à aussi lever la censure ou donner de l'ambition à nos jeunes. Donc, on souhaite que les établissements, par ailleurs, motivent aussi les chercheurs seniors pour qu'ils prennent soin de la relève, indépendamment du fait qu'ils soient présents dans leur laboratoire. Voilà, donc c'est pour vous expliquer dans quel état d'esprit on a construit ce dispositif et pour quelles raisons on souhaite que les chercheurs soient à la fois régionaux et que les établissements en proximité puissent motiver des seniors à venir travailler avec nous à cette communauté. Merci Magali. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Alors, je ne crois pas en voir. Je vous propose donc de continuer avec le dispositif étoile montante. Donc, le dispositif étoile montante, on est donc plus loin dans la carrière du chercheur. Et l'objectif de ce dispositif, c'est vraiment de développer un soutien des talents de la recherche en région. On traverse ça se décline en 3 points. Ça va être d'identifier et d'accompagner des jeunes chercheurs prometteurs déjà en place dans des laboratoires ligériens, de leur donner les moyens de développer leurs projets pour leur permettre d'accéder rapidement à une reconnaissance internationale et pour décrocher à court terme un financement de l'European Research Council, Starting ou Consolidator Grant. Alors, si on prend un exemple illustrant donc d'étoiles montantes comme on a pu faire pour Pulsar avec l'année 2021, on avait eu 20 candidatures déposées par cet établissement et ça représente 13 lauréats de 5 établissements dont vous pouvez voir la répartition en bas à gauche. Et donc sur 2021, on a eu le plus grand soutien de candidats avec ces 13 lauréats. Par rapport aux thématiques scientifiques, là aussi, vous pouvez voir qu'on a un panel des différentes thématiques scientifiques entre la santé, les sciences humaines et sociales, les mathématiques, l'électronique et le numérique. Sur les différents profils, on a 5 lauréats qui visent le Starting Grant et 8 qui visent le Consolidator Grant. Et on est sur un montant en 2021 de 1,3 million d'euros de soutien sur un montant total de 1,7 million d'euros. Également, ce que je peux vous préciser, c'est que depuis 2017, on a 56 lauréats étoiles montantes avec environ 10 à 11 soutiens par vague annuelle. Et depuis 2017, c'est un montant qui représente 6,024 millions d'euros. Actuellement, par rapport à cette dynamique de parcours du chercheur et de les accompagner au bon moment, on mène une réflexion autour de cet objectif d'atteindre le fait de décrocher un ERC. Effectivement, cet objectif qui n'est pas encore atteint ou peut-être pas encore officiellement, va être également mis en parallèle avec le fait que les lauréats sont souvent détiennent un ANR JCJC ou sont en lice pour le faire en même temps. Donc on a toute cette analyse actuellement d'essayer de voir l'objectif reste de les accompagner au national et à l'Europe. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées dans ce sens-là? Et on ne manquera pas de vous tenir informé de nos réflexions également. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelques questions? Alors je crois que
sur la partie contexte qu'on avait vu en amont là, de cette présentation, et puis là, les principaux objectifs d'étoiles montantes. Une question, Elisabeth, sur les débouchés des étoiles montantes, hein, à laquelle tu as répondu déjà, mais pour reconfirmer, est-ce que beaucoup de ces soutiens étoiles montantes ont pu déboucher sur des ERC? Alors, j'imagine pas des dépôts de dossiers, puisqu'il en a eu beaucoup, mais sur des succès et des lauréats. Mm. Et donc, comme tu as répondu, David, actuellement, non. Mm. Alors, je crois qu'il y a une main levée de Cécilia Cauchy. Oui, moi, c'était juste pour dire que, alors là, je pense que les chercheurs ne seraient pas contents que je le dise, parce que moi, j'approuve le fait que vous forciez l'ERC, parce que par aveu de leur part, la plupart n'auraient pas fait ce dossier qui est extrêmement conséquent, qui est extrêmement, qui prend énormément de temps sur leur temps et on sait que les maîtres de conf surtout, hein, je pense, les CNRS déjà, et les INSERM et tout, mais les maîtres de conf avec les enseignements, c'est voilà, c'est faire un ERC en tant que maître de conf ou professeur, c'est travailler les week-ends, travailler tous les soirs, clairement. Donc la plupart admettent que si c'était pas obligé, ils iraient pas. Et oui, je sais que c'est malheureux parce que la plupart ne l'ont pas eu, mais ça formalise leur recherche, ça les force à faire des réseaux. Et deux, on a quand même, nous, eu quelqu'un qui est là et est passé à l'oral en A et pour son premier dépôt, et elle n'en revenait pas elle-même. Et elle n'y serait pas allée si elle n'avait pas été forcée par Étoile Montante d'y aller. Donc bon, je pense qu'eux ne seraient pas contents que je vous l'admette. Mais pour cette partie, moi, je ne suis pas contre le fait que vous continuez parce que moi, j'ai demandé à mes collègues de Cap Europe et ils m'ont dit, malheureusement, à l'université, les seuls qui ont postulé, c'est ceux qui étaient obligés par Étoile Montante, en fait. Parce que, après, c'est peut-être une réflexion sur l'Europe et sur la masse de travail nécessaire à déposer un ERC à l'Europe, qui est peut-être, voilà, comme on connaît aussi les dossiers FEDER qui sont sans fin. Voilà, c'est peut-être là où il faut aussi avoir une réflexion pour permettre aux chercheurs de déposer des choses un peu moins massives, enfin, qui moins un temps. Mais voilà, la vérité, c'est que nous, on a des dépôts grâce à vous, en fait. Donc, dans ce cas-là, j'ose pas. Voilà, si vous allez sur le JCJC, je ne sais pas si on continuera à avoir vraiment des dépôts à l'ERC. Je vous remercie, Cécilia, pour cette remarque, effectivement, parce que parmi les éléments de diagnostic qui avaient précédé la réécriture de la nouvelle stratégie ESRI, il y avait effectivement une sous-performance chronique des acteurs ligériens au guichet compétitif de la recherche, soit nationaux, soit européens, mais aussi, comme vous le constatiez, parce que les chercheurs y allaient moins, sollicitaient moins ces guichets. Donc l'objectif notamment de l'ambition 2 trajectoire, c'est d'inciter les acteurs de l'écosystème ligérien à se frotter à ces guichets compétitifs, qu'ils soient nationaux et européens. Et pour compléter également ce que disait Elisabeth, ce qu'on a constaté là depuis 2 ans, c'est que bien souvent, sur les premières vagues étoiles montantes, les chercheurs obtenaient un JCJC dans la continuité de leur dossier étoile montante. Aujourd'hui, avec des taux de succès qui progressent, hein, puisque je crois que le dernier taux de succès appel à projet générique 2021 pour les JCJC, c'est 25%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un dossier sur 4 qui est présenté à JCJC l'obtient. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus de chercheurs ligériens ont JCJC au moment où ils déposent étoile montante ou vraiment dans les semaines qui suivent. Donc, c'est cette articulation, la recherche de la meilleure articulation possible entre les guichets régionaux et les guichets nationaux qui nourrissent notre réflexion. Mais on vous rejoint sur l'objectif d'inciter les chercheurs ligériens à avoir de l'ambition et à prendre du leadership. C'est tout à fait l'esprit du dispositif. Nous, on a eu des personnes qui ont eu les deux, qui ont eu ERC et JCJC. Et c'est vrai que par rapport à la demande de l'ERC et à la compétition et dans certains secteurs, à la surdemande de qualification, on va dire, surtout pour un starting où il n'y a que 7 ans après la thèse. Donc, il y a toutes les années de postdoc, le temps qu'ils trouvent un poste et tout, qui sont partis en fait du dossier. Et tout ce qu'on leur demande d'avoir des preuves de concept et tout, en fait, le duo, c'est vrai que le duo étoile montante du CJC peut permettre d'accélérer encore plus les choses
et d'avoir un succès. Et nous, on espère vraiment à un moment avoir un succès. Après, je nie pas non plus que c'est vrai que ça met un petit... quand on a des chercheurs qui s'en sortent pas et qui ont du mal à déposer leur dossier, nous, ça nous stresse un peu à l'université, puisque c'est une obligation de la convention, quand même. C'est un peu stressant et on est obligé un peu de les forcer des fois quand ils sont pas toujours dans des bonnes situations pour le faire. Mais bon, plusieurs fois, on vous a appelé pour vous dire que ça serait l'année d'après et puis vous nous avez laissé décaler d'1 an. Hein. Et Merci. voilà, après, Merci, oui, pour le partage d'expérience, parce qu'effectivement, c'est dans le sens de nos réflexions et c'est toujours intéressant de voir justement comment ça peut être pris en compte pour toujours garder notre objectif, mais peut-être décliner ou trouver des adaptations qui permettraient toujours cet engagement, mais avec une souplesse revisitée peut-être. Donc, on est preneur de peut-être ces d'ouverture retours-là. à d'autres appels, PIA ou d'ouverture à des appels européens différents que le RC qui est des fois un peu inaccessible quand même. Et décourageant pour certains chercheurs. C'est ça. Essayer de trouver justement ouais, ce bon niveau pour les encourager dans leur C'est ça. parcours. Elisabeth, l'idée, c'est la trajectoire, en fait. Toujours. Encourager à la trajectoire et à la prise de leadership. C'est vraiment l'objectif. Tout à fait. Alors, je crois pas avoir d'autres questions. Je vous propose de continuer donc sur la présentation d'étoiles montantes. Donc, par rapport à étoiles montantes, donc les bénéficiaires vont être donc toujours ce sont des dossiers déposés par donc les établissements, mais ça concerne donc des candidatures de chercheurs et enseignants-chercheurs prometteurs qui répondent aux critères que je vais vous présenter sur la diapositive suivante. Par rapport au projet, on est sur également un appel blanc, donc toutes les thématiques de recherche sont possibles. Une nouveauté, le montant de la subvention régionale est à partir de 2022 plafonné à 140 000 €. On va être sur le financement régional qui s'accompagne d'une quote-part de cofinancement égale à au moins 15% du coût total du projet par une ou plusieurs des tutelles du laboratoire du candidat. Par là, on entend des décharges de cours d'enseignement-chercheur, des allocations postdoctorales ou du salaire, du fonctionnement ou le coaching de préparation à l'ERC. Et une révision également sur la durée du projet qui se situe maintenant de 18 à 24 mois par rapport à la période précédant le dépôt de l'ERC. Donc sur les critères justement auxquels on va s'attacher, ils vont se décliner un peu en 3 parties. En amont de ces 3 parties, on souhaitait rappeler que ça serait une candidature par an et par laboratoire qui pourrait être retenue. La détection du candidat est faite par le directeur du laboratoire et on demande un classement des dossiers par le conseil scientifique de la tutelle. Une fois donc on va dire ce chapeau global, quels critères on va analyser? Il va y avoir l'adéquation du parcours du candidat avec l'appel, donc qu'il puisse être sur un poste statutaire dans un laboratoire ligérien, avec 10 ans après la soutenance de thèse. Donc là, vous pouvez retrouver le petit symbole nouveauté. C'est pas tout à fait une nouveauté, mais on reprécise, c'est une question qui nous est demandée souvent, hors modalités particulières, par exemple les durées de congé maternité, maladie, enfin, ces différents critères qui sont rappelés dans le règlement et que vous pouvez aussi connaître dans les dossiers ERC, sont pris en compte et décalent d'autant cette période de 10 ans. Et on sera également vigilant à l'excellence et au potentiel du candidat pour que justement il puisse déposer un dossier ERC et on demande à ce que cette valeur ajoutée soit explicite dans le dépôt du dossier. Par rapport à son projet, là on va regarder des critères donc autour de la qualité scientifique, l'originalité et la faisabilité de ce projet. Voir s'il a une reconnaissance et de la visibilité internationale à différentes échelles dans la perspective et même déjà dans le projet d'où vient son origine, autour de l'équipe, du laboratoire, de l'établissement en région. On vérifiera le développement et la structuration du laboratoire en adéquation avec le projet. Une nouveauté, on demande à avoir des précisions sur l'intégration de ce projet et de sa dynamique dans l'écosystème régional de la recherche.
Également, quelles sont les perspectives à moyen terme du projet et sa cohérence avec les intérêts stratégiques de l'établissement. En complément donc, de ces deux aspects plutôt sur le parcours du candidat et du projet de recherche, on demandera d'avoir un document certifiant le soutien de l'employeur, l'avis motivé d'au moins une des tutelles, l'avis scientifique si le candidat a déjà soumis un projet ERC. Également, le projet ANR JCJC s'il y en a eu un de soumis. Donc ça, c'est une nouveauté en adéquation avec les réflexions qu'on vous évoquait auparavant. Et donc, le courrier qui précisera le ou les contreparties qui sont attendues dans les critères du dispositif. Et donc là, comme pour le dispositif Pulsar, comme je vous le disais, ça concernera tous nos dispositifs régionaux. On s'attache à ce que le chercheur puisse mener une action de médiation scientifique et une publication grand public sur la plateforme Ecosciences. Donc là, je ne vous rappelle pas ce qu'on a déjà vu, mais voilà, c'est toujours dans cette perspective qu'on a vue précédemment sur Pulsar. Donc par rapport à ça, on peut détailler les dépenses qui peuvent être éligibles. On va avoir tout ce qui est consommable, petit matériel et petits équipements. On est vigilant à ce que ça reste dans la limite de 10% du budget total. Les frais de mission pour la valorisation académique, avec des congrès, des séminaires ou du soutien à l'organisation de workshops, des frais de publication, des prestations de services. Également, là, on a une vigilance que ça ne dépasse pas 20% du budget total. Le financement de post-doctorat d'une durée maximale de 18 mois. Ici, une petite nouveauté, on avait un barème de salaire qui disait que pour 12 mois, le montant du salaire devait être au moins de 45 600 euros. C'est une condition qui disparaît. On laisse les établissements maîtres de ce barème salarial qui est proposé dans le plan de financement. On s'aligne surtout sur la politique salariale des établissements et en prenant bien en compte les impacts que pourrait avoir la LPR à la fois sur le montant des allocations postdoctorales, voire effectivement les primes de précarité qui s'ajouteraient maintenant aux rémunérations. Donc effectivement, le plan de financement s'ajustera à la politique salariale des établissements, sachant que plus le montant de l'allocation postdoctorale sera élevé, moins il restera de place pour les autres postes budgétaires. Et donc, pour rappel, quand Elisabeth vous a précisé effectivement que le montant était plafonné, de l'enveloppe attribuée par la région était plafonné à 140 000 euros, c'est quand même pour afficher qu'elle a augmenté, ce soutien régional augmente possiblement de 10 000 euros, puisque précédemment, effectivement, le montant maximal de subvention de la région était plafonné à 130 000 euros. Tout à fait, merci David. Donc, voilà, dans l'éligibilité des dépenses, on pourra retrouver donc des postdoctorats, des CDD d'ingénieurs, techniciens aussi d'une durée maximale de 18 mois et la gratification de stages de master. Par rapport donc à la fongibilité des dépenses, comme pour le dispositif Pulsar où c'était précisé précédemment, on autorise donc cette fongibilité entre les lignes existantes dans la mesure où ça respecte l'enveloppe globale du projet qui a été votée et avec accord préalable de la région. Est-ce que donc cette présentation de l'éligibilité des projets et des dépenses prises en compte vous amène quelques questions? Alors, je crois qu'il y a une main levée de Valentin Péden. Oui, bonjour, Valentin Péden de Nantes Université. Je voulais savoir, c'est toujours pas très clair par rapport au cumul éventuel avec un financement Pulsar. Est-ce que c'est autorisé, sachant que ça semble quand même assez cohérent qu'un chercheur qui a déposé un Pulsar dépose quelques années après un étoile montante, parce que là, il me semble que dans le règlement, c'est toujours indiqué qu'il n'y a aucun cumul possible avec un autre financement régional. Voilà, donc c'était pour savoir comment vous envisagez ça. Ok. Merci. Alors, par rapport, il y a deux choses sur le
cumule Pulsar et étoile montante. Parce que, en fait, comme je vous l'ai présenté dans Pulsar, il y a le volet collectif de Pulsar et le volet individuel avec un soutien financier du mentorat. Je précise juste ça avant de répondre à la question, c'est que si un candidat étoile montante répond aux critères donc d'arrivée de inférieur ou égal à 2 ans, il peut candidater au volet collectif de Pulsar, s'il fait aussi une demande étoile montante. C'est indépendant de l'aspect du soutien individuel. Ça, c'est une remarque que je voulais préciser. Par rapport au cumul de Pulsar et étoile montante, là, je pense qu'il faut essayer de voir l'accompagnement qu'on souhaite faire, nous, de la trajectoire des chercheurs. L'objectif, c'est, comme je vous l'ai montré au début, c'est que Pulsar, c'est vraiment plutôt en début de carrière. Et étoile montante, on arrive quand même sur une période où on est jusqu'à 10 ans après la thèse. Donc, voilà, avec cette vision-là, il n'y a pas vocation normalement à ce qu'il y ait un financement sur une même période de Pulsar et étoile montante. Ça n'aurait pas de sens dans la carrière du chercheur. Après, sur certains cas, il peut s'avérer que un candidat Pulsar va vouloir enchaîner avec étoile montante. Notre intérêt, c'est vraiment ce parcours du chercheur et sa trajectoire. Donc, on pourra regarder en détail le parcours et si c'est à quelques mois, faire preuve de souplesse. Mais l'objectif est bien de ne pas financer Pulsar et étoile montante en même temps. Ce n'est pas l'objectif de la trajectoire de l'accompagnement qu'on souhaite faire de la trajectoire du chercheur. Une telle D'accord, situation, merci. Valentin, ne devrait être qu'exceptionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Elisabeth, le Pulsar a une durée courte de 24 mois, s'adresse à des chercheurs qui viennent tout juste d'arriver. Donc théoriquement, étoile montante demande un petit peu de maturité, l'identification d'un profil prometteur, une sélection au sein d'un laboratoire, puisque la règle qui consiste à ne proposer qu'un seul candidat par laboratoire est maintenue. Théoriquement, si la situation arrive, on l'étudiera au cas le cas, mais c'est une situation qui a vocation à être assez exceptionnelle. D'accord, je comprends l'idée. Après, c'est vrai que nous, c'est compliqué de dire aux chercheurs, de les décourager de candidater. Enfin, là, j'ai le cas d'une candidate cette année qui vient tout juste, qui est toute jeune maître de conférence. Et oui, c'est vrai que même s'il y a effectivement une sélection qui est réalisée par l'établissement, un classement qui est réalisé par l'établissement, c'est quand même compliqué à partir du moment où il y a un seul candidat par labo de décourager les chercheurs. Mais je comprends l'idée, pas de souci. Merci. Mais in fine, c'est la qualité du dossier qui prédominera. Si effectivement le chercheur est très très prometteur, on ne fera pas obstacle au motif que Pulsar a été accordé. On verra comment articuler les deux. Mais c'est une situation qui doit rester exceptionnelle. Je crois qu'on a une main levée de Nathalie Métairie également. Oui, en effet, parce qu'on est dans la même situation effectivement qui vient d'être indiquée, c'est qu'on a recruté un nouveau MCF, donc qui est MCF stagiaire cette année, qui effectivement va sûrement candidater à Pulsar et qui effectivement aussi, comme c'est une pointure, souhaiterait aussi candidater parallèlement à Étoile Montante. Et c'est vrai que c'est difficile de les décourager et de leur dire il faut attendre 1 an ou 2 pour qu'il y ait plutôt une suite logique, un enchaînement. Finalement, et du coup, on comprend effectivement aussi parfaitement l'idée, la philosophie, l'état d'esprit en fait du dispositif étoile montante et ce côté trajectoire et progression et la maturité peut-être encore qu'il peut avoir justement pour s'assurer finalement d'avoir un dossier étoile montante encore amélioré et pouvoir finalement déposer un projet ERC dans de meilleures conditions pour finalement peut-être être lauréat. Mais c'est vrai que du coup, il aurait souhaité, on va dire, s'engager sur les deux voies, les deux dispositifs dès cette année. Voilà. Oui, je comprends. Ouais. Après, Une question de effectivement, stratégie, hein. À un moment donné, c'est à vous de voir la meilleure stratégie à adopter. Ça, parce que par contre, la précision, c'est que c'est pas un critère et on n'attend pas d'un candidat étoile montante qu'il ait fait Pulsar avant. Par contre, ça, je le précise. Hein, Oui. c'est pas. Oui. Donc c'est après, c'est ça. Après, on peut aussi faire le choix de dire vous candidatez pas à Pulsar et vous candidatez à étoile montante parce que vous êtes un fort potentiel en fait. Voilà, tout à fait, c'est ça, ouais.
On peut Non, aussi faire comme ça, d'accord. voilà, ouais. C'est exactement, ce sera pas nous un critère, enfin ce n'est pas un critère que le candidat ait fait Pulsar avant. Donc vous par l'analyse, les critères du dispositif, s'il est en cohérence, qu'il a vraiment un profil prometteur, il faut pas s'empêcher de déposer un dossier étoile montante, ouais. D'accord. Merci. Merci. Alors je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose de continuer et puis on aura de toute façon un autre temps de questions à venir. Alors, donc par rapport au calendrier donc les procédures de dépôt et d'instruction des dossiers, là donc on va être sur une ouverture du téléservice lundi prochain, le 14 mars, avec une date limite de dépôt des dossiers au 15 avril. On aura une instruction par les services de la région des dossiers avec l'appui donc de notre comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique et d'éventuelles expertises extérieures. On retrouve ce petit symbole de nouveauté parce que effectivement, vous avez peut-être noté avec la diffusion du nouveau cahier des charges que on n'attend plus d'expertise externe pour les universités. Donc c'est un point qu'on rappelle ici. Et donc, par rapport à la décision en commission permanente, on serait donc là autour de septembre-novembre 2022. On vous tiendra informé au plus tôt de la commission permanente retenue. On est encore sur 2 dates possibles. Et Pardon de t'interrompre, oui. juste pour compléter, c'est l'incertitude qui pèse sur la date de passage en commission permanente découle justement de ce qu'Elisabeth vous précisait, la mobilisation des expertises externes. Tout à fait, merci David. Et donc, par rapport aux modalités de dépôt, donc effectivement, c'est un dépôt une fois par an. Une demande de candidat, c'est un dossier déposé donc par l'établissement ou l'organisme gestionnaire de la subvention et donc la personne qui est référente au sein de l'établissement. Et également, comme pour ce que je vous précisais sur le dispositif Pulsar, on vous met à disposition une trame Word du téléservice avec le nombre de caractères pour vous faciliter l'interaction avec les chercheurs pour déposer le dossier ensuite sur le téléservice dédié. Et donc, pour vous indiquer comment on diffusera également la présentation, je vous remets le lien vers la page internet du dispositif. Pour terminer, donc les modalités de suivi et de mise en œuvre du projet. Donc, on aura une avance de 20% à la signature de la convention. On invite les lauréats, donc étoiles montantes, à contacter les ingénieurs Europe de leurs établissements pour être accompagnés lors de l'information qu'ils ont été lauréats au début du lancement de leur projet. Après 50% des dépenses réalisées, on verse un acompte de 50% sur présentation des éléments de rapport d'avancement du projet et d'état récapitulatif des dépenses. Et le solde du projet jusqu'à 30% est versé sur présentation de l'état récapitulatif des dépenses, le bilan scientifique et technique du projet, les justificatifs d'action de valorisation au titre du dialogue sciences et société, et donc également ce fameux objectif de l'ERC avec soit un dossier lauréat, soit une évaluation du dépôt ERC, ou sinon un document précisant les raisons du non-dépôt. Donc voilà sur ces aspects de calendrier et de modalités de suivi. Si vous avez quelques questions. Alors je crois que Cécilia Cauchy a une question. Oui, désolée de reparler encore. C'est juste pour les expertises confidentielles et les expertises et la CCRDT, c'est pour savoir par rapport au dossier facultatif qui est fait surtout pour l'expertise, pour permettre une bonne expertise S'il y a des aspects confidentiels dans le dossier, est-ce qu'il y a possibilité de faire signer un NDA aux experts externes ou vous pensez qu'il faut mieux pas, voilà. Enfin voilà, c'est que j'ai quelqu'un qui a écrit son dossier facultatif et dedans il y a des aspects confidentiels puisqu'il y a un possible brevet en cours, donc aucune publication à avoir sur aucune plateforme, enfin voilà. Et on voulait savoir si elle pouvait vous le donner ou si
comment on peut faire en fait? Alors, je dirais comme ça que nous, on peut le préciser après la signature d'un document en précisant ça. Comme on met en place un peu une nouvelle modalité de cette expertise externe, il faudrait qu'on se renseigne plus en détail. Comme ça, je pense pas pouvoir répondre à la question, mais je note bien la question, ouais. Alors, je peux peut-être préciser que si expertise externe il y avait, et il y aura certainement, elle serait réalisée par un organisme qui a un processus d'évaluation qui est dûment certifié et qui prévoit cet aspect. Mm. La confidentialité serait garantie par le processus d'évaluation. D'accord, merci, je vais faire suivre l'information. Alors, Valentin Péden. Oui, je voulais savoir si, alors par rapport aux expertises, vous aviez indiqué qu'elles allaient peut-être être, sans doute être réalisées par l'ANR cette année. Je voulais savoir combien d'expertises allaient être réalisées par projet, si vous savez déjà, et surtout est-ce qu'elles pourront nous être communiquées ensuite, parce que ça c'est vraiment un élément important là pour nos jeunes chercheurs d'avoir un retour sur leur travail et leur projet, leur parcours. Voilà, c'était ma question. Alors, Elisabeth, je peux peut-être compléter. Oui. Alors, les modalités d'expertise sont en cours de discussion. Néanmoins, le principe qui serait retenu, c'est 2 experts par projet. Et dans l'hypothèse d'expertise partiellement ou totalement contradictoire, un responsable scientifique complémentaire trancherait le dossier. Voilà le format. Et effectivement, dans l'hypothèse où l'expert serait l'ANR, on s'efforcera effectivement de communiquer dans les standards habituels de l'ANR l'évaluation du projet, enfin, tout au moins un résumé de l'évaluation du projet, pour aider le chercheur à le bonifier pour l'avenir. Ok, merci. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant ou de questions. Je vous laisse la parole. On arrive au terme de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on reste à votre écoute si c'est une question qui vous arrive ensuite. Et puis, oui, je vois Isabelle, j'ai pas le Oui, nom entier. Oui. en fait, moi, c'était plutôt une question sur le classement. On doit fournir un classement de notre conseil scientifique ou de notre organe scientifique. Et si on n'a qu'un dossier, on doit le faire passer quand même ou pas? Parce que pour nous, c'est pour des questions de calendrier, quoi. Bonne question. Je réfléchis sur l'année dernière, si j'ai eu le cas. On est quand même sur un. Faudrait que je revoie, mais on est quand même sur une candidature qui est souhaitée prometteuse. Donc, c'est vrai qu'un passage en conseil scientifique, c'est intéressant pour nous parce que c'est un appui complémentaire. Après, on demande également des courriers de soutien. Donc, bon. Faudrait que je regarde ça en détail pour apporter C'est parce vraiment qu'en la fait, il y a réponse. plusieurs Ouais. appels à projets qui arrivent avec des demandes de classement. Et du coup, il va falloir qu'on intercale des. C'est vraiment c'est un problème très opérationnel, organisationnel. Hein. C'est vraiment pas. Non, mais on comprend tout à fait. On a discuté avec d'autres établissements, effectivement, Oui. l'articulation des calendriers, parce que quand on vous demande de classer des projets, il faut que le calendrier de vos instances coïncide avec les calendriers régionaux. Et donc, je crois qu'on pouvait faire preuve de souplesse dans la communication de ce classement hein, par les conseils scientifiques des établissements. Oui, parce qu'après, on a l'appel à projet allocation doctorale, où il faut un classement également. Donc, nous, éventuellement, ça pourrait être fait dans le même conseil scientifique qu'on fait avant celui qui est prévu, même initialement. On en fait un spécialement, mais sinon, ça nous en fait faire 2 si jamais on a des projets, quoi. Donc, c'est vraiment en termes d'organisation,
et pas autre. Je comprends bien après que de les faire passer en conseil scientifique, c'est important. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que maintenant que ce cas est évoqué, je pense que c'est ce qui a eu lieu, enfin ce qui a été fait l'année dernière, voilà, c'est une pièce qu'on demande qui est obligatoire, mais on peut faire preuve de souplesse pour Ouais, la réception pour permettre de la recevoir en décalé. Ouais. D'accord. C'est un message qu'on avait fait passer aussi pour l'appel infrastructure de recherche, c'est-à-dire que le dossier est naturellement déposé dans les délais, dans le calendrier que la région a fixé, mais vous pouvez fournir cette pièce complémentaire un peu hors du calendrier, hein, dans un second temps, pour vous permettre effectivement de réunir vos instances et d'éviter de rajouter de la contrainte de délai finalement aux chercheurs qui se retrouvent avec un temps très contraint pour construire son projet. Voilà. Ok, Là aussi, merci beaucoup. on avait souhaité cette souplesse. D'accord. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Alors, non, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, je vous propose donc de conclure en vous précisant que vous aurez l'occasion également d'être invité donc au prochain webinaire sur le dispositif allocation doctorale cofinancée qui aura lieu le jeudi 17 mars de 14h30 à 16h, qui sera animé donc par plusieurs de mes collègues, notamment Sylvie Moreau, Patricia Carré et Cécile André. Et donc, je vous remercie de votre attention. On est sur un temps dédié. N'hésitez pas, si vous avez des éléments ou des questions qui vous reviennent ensuite, on est à votre écoute. Je pense voir des mains levées à nouveau, donc on vous écoute. Oui, Nathalie Métairie, c'était juste pour poser la question, est-ce qu'il y aura un temps de partage en fait autour d'un webinaire concernant le dispositif Connect Talent pour savoir s'il y a des évolutions ou pas de ce dispositif? Est-ce que c'est prévu ou envisagé par la région ou pas du tout? Alors, effectivement, c'est un dispositif que je suis, Connect Talent. Je peux vous préciser que pour l'instant, on n'a pas d'évolution notable dans le dispositif Connect Talent. Le souhait, par contre, est d'uniformiser ces rendez-vous qu'on vous propose. Donc, l'objectif serait bien sûr d'avoir un webinaire dédié à Connect Talent. Donc, on vous tiendra informé de la date retenue, mais c'est bien l'idée, ouais. Oui, non, ça me semble important parce qu'en fait, j'avais l'impression et du coup, c'est pour ça qu'il faudrait quelques rappels en fait des principes du dispositif, puisqu'en fait, après l'accueil et l'installation en fait de l'enseignant-chercheur de haut niveau dans le territoire ligérien, que les établissements en fait devaient titulariser ou proposer un poste statutaire en fait aux chercheurs Connect Talent. Et du coup, je voulais connaître un peu l'articulation par rapport aux chaires de professeurs juniors, qui est un autre dispositif proposé dans le cadre de la LPR, et savoir finalement s'il y avait une évolution du dispositif ou finalement si il était resté identique finalement par rapport en fait au dispositif de chaire professeur junior de la LPR. Voilà. Très bien, oui. Alors, je note la question. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'évolution. Effectivement, après, on note bien les dispositifs qui se déclinent au niveau national et c'est des réflexions qu'on mène également. Donc, on fera de toute façon un webinaire Connect Talent pour rappeler le dispositif tel qu'il existe actuellement. Et puis, on ne manquera pas de toute façon de vous tenir informé sur toute évolution possible. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que... Isabelle, je ne sais pas si tu as une autre question ou si c'est ta main qui est restée levée. Il me semble qu'il n'y ait pas d'autres questions. Donc, en tout cas, je vous remercie tous de votre participation. Donc, comme c'était précisé, on vous communiquera donc l'enregistrement de cette session et la présentation. Et puis, on reste à votre écoute et en échange avec vous. Et
Et voilà, merci à tous. Merci Elisabeth. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.